Il faut pas vouloir être partout. Il faut pas agacer tout le monde par des bases militaires partout, par des interventions permanentes. Il faut davantage compter sur les alliés. Il faut davantage déléguer. Et c'est à ce prix que les États-Unis pourront s'adapter à un nouveau monde plus pluriel. Alors, il n'y a pas véritablement une perte absolue de leadership des États-Unis. Il y a une relativisation. Il y a une perte de leadership, évidemment, si on compare à l'époque qui était celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, après 1945, où les États-Unis, après les deux guerres mondiales même, sont devenus progressivement la puissance dominante. D'abord avec l'Union soviétique pendant la guerre froide, et puis dans les années 90, la seule superpuissance restée en piste. Donc par rapport à ces époques-là, bien évidemment, le monde est bien davantage pluriel. Les États-Unis sont dans une position plus relative. Pour autant, on ne peut pas parler de perte de leadership absolue, au sens où ça reste la première puissance militaire du monde, ça reste la première puissance économique du monde. On a même souvent annoncé son rattrapage, voire son dépassement. Souvenons-nous, le Japon dans les années 80, la Chine beaucoup plus récemment, et voilà que la Chine maintenant connaît elle aussi des problèmes économiques et quelques craintes sur ses perspectives économiques. Donc les États-Unis restent véritablement un État leader dans le monde, et même, on pourrait ajouter sur le plan culturel. On ne pourrait pas parler de perte de leadership, mais en tout cas d'obligation de travailler plus collectivement avec d'autres, et les tentatives de retour à une sorte d'unilatéralisme qui permettrait aux États-Unis de dicter aux autres leur conduite. On a connu ça notamment sous l'administration néoconservatrice américaine, sous George Bush Jr. dans les années 2000. Ça n'est plus possible. L'essor de la Chine, le caractère extrêmement affirmatif de la Russie aujourd'hui et la montée en puissance de l'Inde, ça sera suivi par d'autres, le Brésil, l'Indonésie, d'autres encore, font que ça n'est plus possible pour les États-Unis de dire nous pouvons dicter aux autres la bonne gouvernance ou le bon comportement sur la scène mondiale. Il y a eu un autre épisode beaucoup plus récent qui a peut-être relativisé le poids des États-Unis, c'est la période Trump. Donc on a à la tête des États-Unis pendant 4 ans un homme qui fait preuve d'irrationalité, qui ne croit pas à tout ce qui est scientifique, qui déteste les journalistes, qui déteste sa propre administration, qui renie la parole du pays. Et là évidemment il y a un doute qui s'empare de la scène mondiale, une crainte aussi bien chez les alliés d'ailleurs que chez les adversaires. Est-ce que l'Amérique, avec une telle société capable de mettre au pouvoir un tel homme, est encore un pays qui peut assurer, sinon le leadership, du moins une position en pointe sur la scène mondiale? Ça a fait beaucoup de tort. Aux États-Unis, c'est une question qui est très débattue parmi les journalistes, les intellectuels, les universitaires, les think tanks. Il y a plusieurs écoles. Alors d'abord, il y a les partisans de la manière forte, c'est-à-dire ceux qui continuent de dire les États-Unis sont la première puissance du monde. Or, la première puissance du monde, eh bien, elle doit imposer sa loi. C'est ce qu'on va appeler l'école réaliste la plus classique, l'école du rapport de force. Ça, c'est la première école. Elle existe aux États-Unis. Vous avez des auteurs qui continuent de dire il faut imposer notre loi parce que nous sommes toujours les plus forts. Et d'ailleurs, Donald Trump est dans cette approche-là. Ça, c'est la première méthode. En réalité, elle est difficile à appliquer. Et on n'imagine pas la Chine, l'Inde ou d'autres accepter aujourd'hui encore ce genre d'attitude. Deuxième possibilité, deuxième école de pensée aux États-Unis, ce sont ceux qui sont partisans de garder la vieille recette, celle qui a permis aux États-Unis, après 1945, d'être la première puissance mondiale. Cette recette, c'est quoi? C'est d'abord préserver le libéralisme et les institutions libérales dans le monde, par exemple la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, des choses qui sont souvent d'ailleurs nées après 1945, notamment après les accords de Bretton Woods. C'est assurer le multilatéralisme, notamment commercial, parce que le libre-échange, le multilatéralisme, c'est ce qui a fait la prospérité des États-Unis. Et puis évidemment garder une force militaire conséquente. La doctrine américaine veut que le pays doit être capable de mener de front 2 guerres majeures en même temps, mais avec une présence très forte dans le monde, auprès notamment des alliés. Ça coûte cher. Il faut subventionner des alliés, il faut payer des alliances, il faut soutenir des pays, comme les États-Unis le font avec l'Ukraine aujourd'hui. Mais ça en vaut la peine, disent cela, parce que cet engagement dans le monde, c'est ce qui donne à l'Amérique sa suprématie et sa domination des relations internationales. Et puis il y a une troisième voie qui est celle, au contraire, non pas du retrait complet, mais de l'auto-restriction. On peut rester dans le monde, mais il ne faut pas vouloir être partout, il ne faut pas agacer tout le monde par des bases militaires partout, par des interventions permanentes. Il faut davantage compter sur les alliés, il faut davantage déléguer, et c'est à ce prix que les États-Unis pourront s'adapter à un nouveau monde plus pluriel. Les soubresauts, les turbulences de la politique américaine récemment ont un impact majeur sur les alliés
généralement, des États-Unis. Les Européens, mais pas seulement. On peut penser aux Asiatiques, on peut penser au Japon, à la Corée du Sud, éventuellement aussi à Taïwan. Pourquoi? Parce qu'on a compris dans les dernières années qu'on n'avait pas forcément une politique étrangère américaine de long terme, que cette politique étrangère pouvait connaître des virages extrêmement forts, extrêmement durs. Là encore, c'est l'époque Trump. On s'est retrouvé quand même pendant 4 ans avec un homme à la tête des États-Unis qui n'était pas libéral, qui n'était pas multilatéraliste, qui ne croyait pas au libre-échange, qui était davantage protectionniste, sinon isolationniste, qui avait vraisemblablement un goût plus prononcé pour les dictateurs ou les régimes autoritaires que pour ses propres alliés démocratiques européens autres. Nous savons que c'est possible. Et donc, cette incertitude qui pèse aujourd'hui sur la politique étrangère américaine, évidemment, elle provoque un trouble chez ses alliés. Et c'est normal. Quand on est un allié des États-Unis, quand on a une sécurité, une protection qui dépend de l'alliance américaine, du soutien des États-Unis, et qu'on se dit qu'à tout moment peut revenir à la prochaine élection américaine quelqu'un qui remettra en cause cet engagement américain pour notre propre sécurité, cette garantie de sécurité américaine. Quand on se dit que tout ça peut arriver avec ce système électoral américain tellement complexe, il faut y penser, il faut préparer l'avenir. Les Européens ne le font pas suffisamment sérieusement. Quand Trump est au pouvoir, c'est l'affolement. On se dit il faut préparer la suite, il faut être capable de se débrouiller seul si on a pendant quelques années un individu comme ça à la tête des États-Unis. Puis sitôt Trump battu et Biden revenu au pouvoir, on a l'impression qu'à nouveau on s'endort sur nos lauriers en disant bon ça va, tout va bien, on est revenu à la normale. Nous ne sommes pas revenus à la normale. Il faut aussi faire aux États-Unis ce genre de soubresaut, ce genre de virage à 180 degrés de la politique étrangère peut survenir tous les 4 ans.